Martin Luther, un destin de Lucien Febvre. Chapitre 2. L'Allemagne de 1517 et Luther. On n'a point coutume de le dire communément, et cependant il faut le noter. S'il y avait en Europe, lorsque s'achevait le premier quart du XVIe siècle, un grand pays qui n'offrit à une réforme au sens courant du mot, et à un réformateur qu'un terrain difficile et qu'un sol ingrat, c'était l'Allemagne. L'Allemagne de 1517, des terres fortes, des ressources matérielles puissantes, des cités orgueilleuses et splendides, du labeur partout, de l'initiative des richesses, mais point d'unité ni morale ni politique. Une anarchie. 1000 désirs confus, souvent contradictoires, l'âpre regret d'une situation trouble et par quelque côté humiliante, d'ailleurs, une impuissance totale à remédier au mal. Ne répétons pas inutilement et hors d'œuvre ce que disent tant de divers livres éprouvés. N'hésitons pas non plus à rappeler d'un mot tout ce qui peut aider à mieux comprendre l'histoire qui nous occupe. Dans un coin de cette Allemagne, un homme vivait en 1517, obscur, inconnu, un moine dont on ne savait s'il méritait seulement, dans une biographie générale des Augustins, une mention de 5 lignes. Cet homme, en quelques mois, allait devenir un héros national. Il vaut la peine de se demander ce qu'une étude attentive de la carte politique et morale de l'Allemagne du temps pouvait faire augurer d'une telle aventure, de ses chances de succès, de ses chances de durée. 1. Misère politique. L'Allemagne était un pays sans unité, voilà l'essentiel. Il y avait nombreux forts actifs des Allemands, beaucoup d'Allemands parlant des dialectes voisins les uns des autres, ayant dans une large mesure des mœurs, des usages, des façons d'être et de penser communes. Ces Allemands formaient une nation au sens médiéval du mot. Ils n'étaient point groupés tous solidement dans un État bien unifié et centralisé, corps harmonieux au mouvement commandé par un unique cerveau. Dans une Europe qui partout s'organisait autour des rois, l'Allemagne restait sans souverain national. Il n'y avait pas de roi d'Allemagne, comme il y avait depuis bien longtemps un roi de France, un roi d'Angleterre, riche, bien servi, prestigieux, et sachant rallier aux heures de crise toutes les énergies du pays autour de leur personne et de leur dynastie. Il y avait un empereur qui n'était plus qu'un nom, et un empire qui n'était plus qu'un cadre. Dans ce cadre démesuré, le nom, le trop grand nom, écrasait de son poing un homme faible, un homme pauvre, parfois un pauvre homme, qu'un vote, disputé comme un marché de foire, élevait finalement à la dignité suprême, mais impuissante. En un temps où se révélait la valeur de l'argent, autant décrit dans le livre classique d'Ehrenberg, l'empereur en tant que tel était un indigent. De son empire, il ne tirait plus rien de substantiel. La valeur d'une noisette, disait Granvelle, moins que de leur évêcher certains évêques allemands. Fondus, les immenses domaines impériaux qui avaient fait la force des Saxons et des Franconiens. Concédés, aliénés, usurpés, les droits régaliens, les droits de collation, tout ce qui aurait pu nourrir un budget régulier. Et cependant, plus que tout autre souverain de son temps, le prince au titre retentissant, mais à qui les diètes, s'ingéniant, refusaient tout subside, aurait eu pour agir besoin d'être riche. Car titulaire d'une dignité éminente et qui ne se transmettait pas comme un royaume par hérédité, né d'un vote en faveur d'un prince chrétien qui n'était pas plus obligatoirement allemand que le pape n'était forcément italien, l'empereur, courbé sous le poids d'une couronne lourde d'un trop lourd passé, devait courir partout et veiller au monde en même temps qu'à l'Allemagne. Si dans ce pays son autorité de jour en jour périclitait, c'est que sa grandeur même empêchait d'agir ce souverain d'un autre âge. Elle le tenait enchaîné devant les véritables maîtres des pays germaniques, les princes, les villes. Les princes avaient sur l'empereur une grande supériorité. Ils étaient les hommes d'un seul dessein et d'une seule terre. Ils n'avaient pas de politique mondiale à suivre, eux,
pas de politique entre guillemets chrétienne à conduire. L'Italie ne les sollicitait pas, il ne dédaignait point certes d'y faire de temps à autre un voyage fructueux, mais il n'allait point là-bas, comme les empereurs, pour suivre des chimères vieillies ou d'illusoires mirages. Tandis que les Césars fabriqués à Francfort par les soins diligents de quelques-uns d'entre eux se ruinaient en de folles et stériles aventures, une seule chose tenait les princes en souci, la fortune de leur maison, la grandeur et la richesse de leur dynastie. Précisément, à la fin du XVe siècle, au début du XVIe, on les voit opérer un peu partout en Allemagne un vigoureux effort de concentration politique et territoriale. Plusieurs d'entre eux, profitant de circonstances favorables, de hasards heureux, s'employaient à constituer des États solides, moins morcelés qu'auparavant. Dans le Palatinat, en Wurtemberg, en Bavière, en Hesse, dans le Brandebourg et le Mecklembourg, ailleurs encore, la plupart des maisons qui à l'époque moderne joueront dans l'histoire allemande un rôle de premier plan affirment dès le début du XVIe siècle une vigueur nouvelle et unifient leurs forces pour de prochaines conquêtes. On va donc vers une Allemagne princière, on y va seulement. N'ayant point à sa tête de chef souverain vraiment digne de ce nom, l'Allemagne paraît tendre à s'organiser sous 8 ou 10 chefs régionaux en autant d'États solides, bien administrés, soumis à un vouloir unique. Mais cette organisation, elle n'existe point encore. Au-dessus des princes, il y a toujours l'empereur. Ils ne sont souverains que sous sa souveraineté. Et au-dessous d'eux, ou plutôt à côté d'eux, il y a, pour ne point parler des nobles indisciplinés et pillards, les villes. Les villes allemandes au seuil du XVIe siècle, une splendeur, et telle que les étrangers ne voient qu'elle, lorsqu'ils visitent l'Allemagne, comme si l'éclat des cités éblouissait leurs yeux. 20 capitales, chacune possédant en propre ses institutions, ses industries, ses arts, ses coutumes, son esprit. Celle du sud, l'Augsbourg des Fugères, porte d'entrée et de sortie du trafic italo-germain, préface pittoresque avec ses maisons peintes à fresques du monde ultramontain. Mieux encore, Nuremberg, la patrie de Dürer, de Fischer, d'Ansars, de Martin Beheim, assise au pied de son burg, à mi-chemin entre Main et Danube. Mais celle du nord aussi, l'industrieuse et réaliste Hambourg, légère de scrupules et commençant sa magnifique ascension. Lübeck, reine déjà déclinante de la Hanse, Stettin, la ville du blé, et tout au loin Danzig, ces vastes édifices, ces grandes églises de briques, enseignent d'une prospérité sans défaillance. Sur le front oriental, Francfort-sur-l'Oder, entrepôt du trafic polonais, Breslau, porte naturelle de la Silésie, et à l'ouest, sur le grand fleuve fougueux, la brillante pléiade des villes rhénanes de Cologne à Bâle, par derrière l'énorme marché francfortois, et par derrière encore Leipzig, un carrefour au vrai cœur de cette Allemagne multiple. Dans ces cités bruyantes, glorieuses, une prospérité inouïe, s'alimentant à toute source. Une bourgeoisie d'une activité, d'une robustesse incomparable. Le Turc s'installant en Égypte en 1517 porte un coup décisif au trafic extrême-oriental de Venise, partant au trafic des villes méridionales d'Allemagne. Déjà les villes et les bourgeois allemands ont fait un changement de front. Dès 1503, les Welser d'Augsbourg ont ouvert à Lisbonne un comptoir puissant. Dès 1505, dans une flotte portugaise, 3 vaisseaux allemands voguent vers les Indes. Les Ehinger de Constance avec les Welser rêvent du Venezuela, les Fugger du Chili. Métropole de la nouvelle Europe trafiquante. Anvers regorge d'Allemands. Bien plus, la ville qui fournit aux navigateurs les meilleures boussoles, les cartes les plus sûres. La ville où Regiomontanus, en attendant son disciple Beheim, perfectionne l'astrolabe, relie l'astronomie allemande à la nautique hispano-portugaise et publie en 1475
les éphémérides qu'emportera Colomb dans son voyage. C'est une ville d'Allemagne et toute continentale, la glorieuse Nuremberg. Au pays des Fuguères, des Foucres à la fois admirés, enviés et détestés, de colossales fortunes s'édifient à l'envi. Par centaines, des hommes, de gros marchands robustes pleins d'audace et de confiance en eux-mêmes, peinant dur, jouissant ferme, goûtent les joies de la vie. À eux les lourdes orfèvreries, signes visibles et tangibles de la richesse, à eux les tables plantureuses et grasses, les mobiliers massifs en bois sculpté, les tapisseries des Flandres, les cuirs mordorés d'Italie. Sur un coin de table, un vase de Murano, et parfois sur l'étagère, à côté d'un globe, quelques livres. Ces hommes, les rois d'un monde nouveau qui a renversé l'échelle des vieilles valeurs. Les villes, d'où ils sortent, l'orgueil de l'Allemagne, sa faiblesse aussi.